La vie des idées, avec Mathieu Bock-Côté. Chers amis, bienvenue à La vie des idées, ici Mathieu Bock-Côté. Alors, une boutade assez célèbre du général de Gaulle me revient à l'esprit lorsque je vais vous présenter le thème de l'émission d'aujourd'hui. Un journaliste qui le questionnait sur son état de santé, il dit « Mon général, comment vous portez-vous » Et le général répond « Je vais bien, mais rassurez-vous, je mourrai un jour. » Alors, cette formule m'a toujours amusé parce qu'elle nous dit finalement que même les plus grands parmi nous sommes confrontés à la seule égalité possible en dernière instance sur cette terre, c'est la certitude que nous avons, pour chacun d'entre nous, que nous allons un jour mourir. C'est une certitude absolue, inscrite dans notre culture, inscrite dans chacune des cultures. Et chaque culture, à sa manière, est obligée de symboliser la mort. Elle est obligée de ritualiser la mort. Elle est obligée de construire socialement et culturellement la mort pour nous la rendre minimalement habitable, pour nous la rendre minimalement acceptable, même si elle demeure fondamentalement inacceptable. On n'accepte pas de mourir, on le refuse et pourtant on doit s'y faire. Et c'est à partir de ce moment-là que dans la littérature, dans la peinture, dans la musique, dans la philosophie, cette question obsède et hante d'une certaine manière les différentes traditions de pensée et très certainement la tradition philosophique occidentale. Or, dans nos sociétés contemporaines, est-ce que nous aurions décidé d'une certaine manière de censurer la mort? Est-ce que nous savons encore penser la mort autrement qu'à la manière d'un grand vide, d'une grande horreur dont on ne saurait que dire et à laquelle on ne saurait se préparer? Marie-Lise Paquin, dans un très beau livre paru en septembre ou au mois de au mois de septembre 2016, un mixtape en héritage paru aux éditions Québec-Amérique, c'est un récit, nous propose sous le signe d'un... En fait, c'est un récit, mais on peut y voir d'abord et avant tout le travail d'un écrivain, d'une écrivaine. C'est une réflexion sur l'expérience qu'elle a eue devant la mort de ses parents, le travail d'accompagnement, de deuil, la capacité d'accueillir cette réalité inévitable. Comment s'y prépare-t-on? Donc, Marie-Lise Paquin a écrit un mixtape en héritage paru aux éditions Québec-Amérique et je l'interviewerai aujourd'hui sur cette question, c'est-à-dire le rapport à la mort dans nos sociétés. Comment s'y prépare-t-on? Quelle est la part du travail de deuil? Et ainsi de suite. Je recevrai aussi Louis-Henri Richard, philosophe, qui s'est engagé au fil des ans autour des questions liées au suicide assisté, mais pas seulement, qui propose une réflexion philosophique sur la mort dans nos sociétés, dans plusieurs livres, qui a soutenu une thèse de doctorat qui n'était pas étrangère à ce sujet non plus un peu plus tôt en 2016. Alors, je le recevrai aussi pour parler de cette question. Messieurs, madame, bonjour. 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 Alors, Marie-Lise Paquin, je commence avec vous, bien évidemment, pour ce livre, un mixtape en héritage. La question qui le traverse, c'est la question du deuil, c'est la question de la mort. Pourquoi avoir écrit cet ouvrage sur cette question si fondamentale, et tout en nous disant d'ailleurs assez clairement que nous ne savons plus quoi faire de cette mort dans la société, nous ne savons plus comment nous y préparer, comment la ritualiser. Pourquoi avoir écrit ce livre d'abord et avant tout? D'abord, je pense que j'ai commencé à écrire pour essayer de mieux dire ce que j'arrivais pas à dire sur le moment même. Hein? On peut réécrire ce qu'on aurait vraiment voulu dire. Donc et aussi pour aller au plus profond des sentiments, pour être capable d'affronter justement certains sentiments en les écrivant, souvent en les réécrivant, ça nous aide. Donc j'ai fait ce livre-là au départ pour moi-même. C'était une démarche qui me faisait du bien. Et aussi en me disant, effectivement, c'est une réalité. Les gens normalement, on enterre nos parents. Et si ça peut aider d'autres personnes qui vivent la même chose, voici le chemin à travers le chemin que moi j'ai parcouru. Et c'est sûr que je me suis rendu compte aussi en même temps à quel point, quand on est confronté à se préparer à la mort d'un être cher, à quel point les gens autour de nous ont souvent un malaise. Les gens ne veulent pas réfléchir à la mort, ils veulent le plus possible la repousser, comme vous dites. Et donc cette espèce de malaise là aussi, je me suis dit je vais faire un livre sur le deuil. Mais bon, c'est quand même dur à vendre, un livre sur le deuil. Et toute cette question de je le fais, je me lance dedans, puis finalement, si c'est publié, tant mieux. Moi, ça m'a fait du bien de l'écrire. Et donc, j'étais très heureuse qu'il soit publié. Vous dites écrire pour réécrire les événements en quelque sorte, ouais. C'est-à-dire que si je comprends bien, si je traduis dans mes propres mots votre réflexion, en gros, on ne réussit jamais à faire exactement ce qu'on devrait devant un événement aussi capital, et on doit presque écrire pour le revivre et le revivre comme on aurait souhaité que ça se passe si on y avait été mieux préparé? Un peu, oui. Mais en fait, c'est le récit très, très exact quand même. Il y a certaines conversations
bon, évidemment pour un travail d'écriture que je vais rassembler ou qui n'ont pas été dites exactement comme ça, mais c'est le récit exact de ce qui s'est passé. Mais je pense que d'être capable ça permet de le rendre plus intelligible aussi, hein, quand on est dans l'émotion. Et là, si on le réécrit, on dit, ah oui, c'est vrai, je pensais comme ça à ce moment-là, mais j'étais dans l'émotion. Donc, il y a ce côté-là comme je disais, de réécriture du moment. Et évidemment, les choses qu'on aurait voulu dire, qu'on n'arrive pas à dire. Et quand on perd ses parents, surtout le dernier parent, on a l'impression que notre histoire part un peu aussi, qu'il y a une part de nous, une part de notre histoire qui disparaît. Donc, cette idée-là aussi, c'est de pouvoir la garder vivante, écrire l'histoire de sa famille. Mes parents étaient des gens discrets, donc je voulais raconter un peu qui ils étaient aussi. Louis-André Richard, dans vos réflexions sur la mort, vous avez souvent développé une réflexion notamment sur le bien mourir, c'est-à-dire être capable de se préparer à cette échéance inéluctable qui, pour les croyants, n'est qu'une étape, mais pour l'immense majorité d'entre nous aujourd'hui, est tout simplement une fin de parcours. Vous abordez cette question et vous laissez, je crois comprendre en vous lisant, que vous dites que nos sociétés ne savent plus penser la mort ou vivre la mort, ne savent plus en faire un moment qui a sa signification propre, pour le dire ainsi. Les sociétés plus traditionnelles avaient une ritualisation de la mort très forte, à travers la religion, à travers les différents rituels funéraires. Est-ce que nos sociétés savent encore, je vous lance la question assez brutalement, est-ce que nos sociétés savent encore mourir, ou est-ce devenu le grand tabou autour duquel s'organise la vie sociale et la vie individuelle? Bien, je pense que c'est bien dit de parler de grands tabous. Comme apprenti philosophe, je dirais, j'ai toujours été impressionné par le fait que, depuis Platon, bien vivre, c'est apprendre à bien mourir. Et cette partie de l'activité de la pensée humaine est beaucoup occultée à notre époque. On est un peu coincé, peut-être en partie à cause des avancements de la médecine, on est un peu coincé avec la façon de composer avec ce que j'appellerais le malheur immédiat. Tout est en fonction d'un malheur immédiat, donc pour lequel on n'a jamais pris de recul. Or, depuis les origines de l'être humain, on voit bien que nous sommes coincés entre la conscience de notre mortalité et une espèce d'aspiration à l'immortalité. Et ceci se traduit par les mythologies, dans la figure, par exemple, de Thanatos et de Gorgone, qui représentent à la fois la peur de mourir et l'aspiration de composer avec la mortalité en nous. Moi, je pense que on a ce problème qu'on voit quand à l'approche de la mort, comme il n'y a pas de recul vraiment auquel les gens se soumettent, auquel on ne soumet pas la pensée, bien on entre dans cette dernière étape de la vie qui nous trouve dépourvus. Par contre, pour ne pas avoir l'air trop négatif, et c'est l'expérience, moi, toute cette recherche m'a fasciné autour de la question de la mort des hommes, si je puis dire, en étant auprès des maisons de soins palliatifs. La raison étant que j'y vois un paradoxe étonnant. Les personnes qui œuvrent dans ces endroits-là, qui ne sont pas nécessairement des croyants d'ailleurs, qui viennent de toutes sortes d'origines, font la même expérience. Je retrouvais ça d'ailleurs dans les livres de Madame Paquin, cette expérience de la proximité de la fin de vie qui finalement concourt à nous faire penser que nous entrons dans un drame, et c'en est un absolument épouvantable, mais que les gens qui œuvrent dans ces milieux font des expériences qui, au contraire, sont pleines de vie. Et à la maison Michel Sarrazin, par exemple, que je connais mieux, puis dans tous les voyages que j'ai faits où j'ai rencontré des gens de soins palliatifs, c'est une chose qui est constante. Les gens qui sont dans le milieu, au contact de ce temps de la mortalité, qui est un temps bien précis, qui est le temps de la fin, qui est un temps dans lequel l'avenir est bouché, et on a, comme disait Mme Paquin, ce réflexe un peu naturel de vouloir refaire l'histoire, c'est-à-dire de vouloir revisiter nos origines. Quand arrive ce moment privilégié, alors que le mourant s'en va, ceux qui restent, en général, il y a toujours des exceptions, mais en général, font cette expérience d'une simplicité, du temps qui devient précieux. Au total, je dirais très simplement, d'une expérience plus positive que négative. Vous avez lu le livre de Marie-Lise Paquin. Tout à fait. Alors, je me permettrai de vous poser la question, presque piège en les circonstances. Oui. S'agit-il, selon vos propres critères, d'une préparation, c'est jamais parfaitement adéquat, mais d'une expérience de la mort qui correspond à une bonne mort telle que vous la définissiez? Oui, dans la mesure où ce qui m'est apparu à la lecture, c'est l'expérience comme je viens de dire, d'une mort qui a généré de la vie.
Ici, il faut faire attention. Là, ce qu'on appelle la bonne mort, au sens où les anciens l'entendaient, qui a une connotation très vertueuse, très morale, si je puis dire. Évidemment, ceci, c'est une partie de l'expérience humaine qui a été perdue, que j'aimerais bien qu'on retrouve, qu'on va devoir retrouver, parce que sinon, on est un peu dans un cul-de-sac. Mais mon point, et c'est une chose qui me fascine encore une fois, c'est que même si d'une certaine façon, par la pensée, on ne s'y est pas préparé, je dirais la nature fait bien les choses, en général toujours. Et quand on est dans ce temps privilégié, et surtout quand on ne fait rien pour court-circuiter le temps de la fin, encore une fois, l'expérience des gens qui œuvrent m'amène à penser qu'il y a plus de positif que le contraire. Marie-Lise Paquin, nous avons à peu près le même âge. À tout le moins, nous sommes du Québec post-catholique, nous sommes du Québec post-religieux, nous sommes du Québec post-croyance en immortalité en général. Donc, nous retrouvons dans un monde qui ne ritualise plus la mort à partir d'une religion traditionnelle, disons ça ainsi. Est-ce que cette absence d'un cadre religieux ou d'un cadre de croyance, disons ça comme ça, collectif, on a chacun nos croyances personnelles, le cadre collectif qui vient donner un sens à l'événement, est-ce que ça dramatise encore plus les événements ou est-ce que ça vous place est-ce que ça vous met dans une situation complètement désemparée devant la certitude de la disparition de vos parents? Avez-vous senti, autrement dit, le besoin de cette ancienne béquille qui était la religion d'une manière ou de l'autre? Avec ce paradoxe que nous sentons quelquefois le besoin de la religion tout en sachant que nous n'y croyons pas. Oui, en fait, comme Louis-André disait, il y a un côté très individuel à la croyance. Parce que justement, au niveau collectif, on n'a pas nécessairement de croyance, on est devant une absence de la croyance face à la mort. Dans notre famille, moi c'est un cas vraiment plus particulier, mais dans notre famille, par exemple, mon père croyait à la vie après la mort. Il était plutôt déiste, il croyait qu'il y avait un Dieu, il méditait beaucoup, c'était un homme qui était très sage, qui lisait beaucoup de philosophie, qui méditait, et donc il nous avait un peu enseigné cette façon-là de voir qu'il y avait sûrement quelque chose après la mort. Mon père est décédé de façon assez brutale, d'une crise cardiaque, donc dans le cas de mon père, j'ai pas pu vraiment me préparer à y dire au revoir, c'est arrivé assez rapidement, même s'il était malade depuis plusieurs années, ce qu'il avait rendu avec la méditation, la maladie, ce qui avait fait de lui un être assez exceptionnel, quelqu'un de très fort moralement. Quand il est décédé, on a eu l'impression de perdre un peu notre balise parce qu'on croyait, quand j'ai même écrit, je priais pas Dieu le Père, je priais mon père. Quand il est mort, je continuais à prier mon père parce que c'était pour moi la figure la plus rassurante. Je pense qu'il y a bien des gens qui font ça, de prier leurs parents quand ils meurent. Et donc, après son départ, quand ma mère a su qu'elle allait, en fait, qu'elle allait passer en phase terminale, c'est cette absence, l'absence de croyance, parce que, bon, effectivement, elle a été catholique, mais elle n'y croyait plus vraiment. Après, elle avait commencé à croire ce que mon père, avec les lectures de mon père, aussi à la vie après la mort. Mais elle a eu un moment où elle m'a dit, puis s'il y a rien. Donc, cette espèce de panique. Puis j'imagine que même quand on est croyant, on a peut-être cette panique-là. Okay, il n'y a sûrement pas de paradis puis d'enfer. Qu'est-ce qu'il y a? Puis de se dire, peut-être qu'il n'y a vraiment rien. Donc, c'est cette crise-là que j'ai sentie, cette absence de croyance à la fin, parce que elle espérait un signe de mon père, elle avait besoin de quelque chose pour croire qu'il y avait encore quelque chose après la mort, puis elle n'avait pas de croyance collective à laquelle elle pouvait se rattacher encore, à laquelle elle croyait. Donc ça, je l'ai ressenti. Puis vous avez parlé aussi du côté du tabou dans la société occidentale. Et puis moi, dans ma démarche, c'était un peu un hasard, mais pendant qu'elle était malade, je suis allée au Pérou. Entre autres, j'ai fait un petit voyage au Pérou. Et j'étais là la journée de la mort, la journée des morts, je vais dire en espagnol, là, mais l'espèce de célébration qu'ils font, où c'est tout de suite après la Toussaint. Ils vont faire un pique-nique souvent dans les cimetières, ils vont honorer les personnes mourantes, puis on a l'impression qu'ils acceptent plus la mort à l'intérieur ils font des gestes vraiment de commémoration très, très intéressants, puis je pense qu'ils le font un peu plus à l'année longue aussi, même si c'est une journée spécifique, mais ils ont des rites quand même intéressants. Puis je suis allée aussi à Bali, où là, on sait, à Bali, vraiment, la mort, c'est les funérailles, par exemple, c'est la cérémonie la plus importante dans la vie. La mort est vraiment omniprésente. Les défunts restent dans les familles. On continue toujours à les honorer. Donc, étant confrontée à ça, je pense que ça m'a ramené à voir le vide et le tabou qui
peut avoir dans nos sociétés, qui est vécu différemment dans d'autres sociétés, dans d'autres croyances. Alors, c'est une question fondamentale que vous soulevez, celle justement de ce tabou qui entoure la mort. J'essaie de le comprendre. C'est-à-dire, j'en comprends la part, appelons ça existentielle, c'est-à-dire en tant que tel, il n'y a rien de pire que de savoir qu'on ne sera plus là et que le monde se poursuivra. Bon, peut-être est-ce que c'est bien aussi, mais il y a le sentiment du néant. C'est-à-dire, pour certains, il y a une hypnose du néant, mais à tout le moins, il y a la peur effrayante du néant. Pourtant, il y a une histoire de la mort aussi. Je me tourne vers vous, Louis-Henri Richard. Alors, je me permets je m'adresse non pas seulement au philosophe, mais à l'historien de la philosophie. Dans quelles circonstances, à quel moment pourrions-nous dire que notre rapport à la mort a changé? À quel moment surgit ce tabou spécifiquement moderne ou contemporain, disons ça, de la mort comme scandale, en fait comme volonté de la refouler le plus possible, quitte à la dénuer de toute signification? Quels sont les facteurs qui expliquent cette espèce de difficulté à ritualiser la mort comme on pouvait le faire autrefois? À mon avis, c'est l'origine est post-Révolution française et avènement de la science expérimentale. À partir du moment où on a substitué une promesse de vie éternelle fondée sur la rencontre avec Dieu lui-même, on a substitué à ça, avec Francis Bacon et René Descartes, des promesses effectives. La santé et la prospérité sont les promesses qu'encore aujourd'hui, on se souhaite au jour de l'an. Et ce sont des promesses efficaces. Si je vous promets le paradis à la fin de vos jours, en attendant, il faut faire quelque chose, et puis voilà. Tandis que la science nous dit, non, laissez faire l'eschatologie, laissez faire la métaphysique, ce que je vous propose est très simple. La médecine, c'est la nouvelle prêtrise, et les ingénieurs sont ceux qui vont vous assurer le bien-être matériel. Et j'en suis, parce que j'aime bien la machine à laver, j'aime bien mon portable et tout, là, j'ai aucun problème avec ça. Mais ça crée un manque par ailleurs, et ce manque, je pense qu'on doit le situer ou le dater plus ou moins dans cette origine. Et j'ajouterais, pour saisir la balle au bond de ce qu'on vient de dire, j'ajouterais que cette défection à l'égard de la mort s'incarne dans des situations très concrètes. On regarde ce qui se passe au moment de mourir, mais il faut regarder aussi ce qui se passe une fois qu'on est mort. Et il y a un deuil qui ne se fait plus, et il y a quelque chose de pérenne. Jean-Baptiste Vico disait que dans le fond, depuis le philosophe, et sociologue, disait que dans le fond, il y a trois idées récurrentes depuis que l'humanité existe. Celle de la relation religieuse, celle de la relation à l'amour à travers les rites de mariage qu'on a vus, et celle de la relation à la mort à travers les rites funéraires. Or, cette question des rites funéraires à notre époque est tout à fait étonnante. Quand mon papa est mort, si je peux me permettre aussi l'expérience concrète, je me souviens que l'entrepreneur de pompes funèbres avec qui je discutais, qui est un monsieur formidable, qui était très réaliste et très concret, disait, vous savez, quand j'ai commencé à faire quand j'ai commencé à monter cette entreprise dans les années 60, la façon de procéder était toujours la même. Il y avait 2-3 jours d'exposition du corps, il y avait ensuite les funérailles, il y avait ensuite l'enterrement, puis on enterrait un corps complet. Et le temps passé, moi je suis un entrepreneur, disait-il, donc je veux satisfaire la clientèle. Alors on en est arrivé à la situation suivante. Il décrivait ce qui se passe ces années-ci avec une formule qui était ce que j'appellerais de façon ironique le direct dans l'urne, le direct dans le pot, c'est-à-dire pour économiser, vous mourrez, on vous incinère sur le champ, donc il n'y a pas d'embaumement et tout, on vous met dans l'urne et puis on vous renvoie chez vous. Et ce monsieur me disait, je trouvais ça intéressant, vous allez voir comment ça rejoint cette idée de la crise dans laquelle on se retrouve. Il disait, quelques mois après que cette formule a été instituée, j'ai vu des gens me téléphoner et me dire, écoutez, monsieur untel, nous n'avons pas fait notre deuil et nous voudrions le faire. Alors, comme les curés ne sont plus à la mode, me disait-il, je me suis tourné vers les psychologues. Et les psychologues ont dit, très bien, il faut faire une cérémonie. Alors, dans le temps des fêtes, tu vas faire un grand sapin dans le hall d'entrée de ton entreprise. Tu vas contacter toutes ces familles qui t'ont téléphoné. Tu vas leur vendre des boules de Noël à l'effigie des morts. Alors lui, le monsieur était très drôle. Il dit, là, c'est formidable parce que je perds un peu d'argent avec le direct dans le pot, mais je récupère tout ça parce que quand je fais la célébration en question, je vends les boules. Toutes les familles sont réunies. Ils accrochent les boules avec une petite musique, un petit texte de sagesse. Et puis après, je leur loue local, petite sandwich pas de croûte, et voilà, les choses se font comme à l'ancienne. Mon point ici, là, c'est qu'on est en train de montrer qu'il y a un manque naturel
il faut pourvoir ce manque et que d'une certaine façon, à cause peut-être de cette idée de ne pas trop savoir comment composer avec le malheur immédiat, eh bien, on en vient à ce genre de situation qui, de mon côté, je trouve ça un petit peu cocasse quand même. Dernière chose, parce que j'ai fait on m'a invité à faire une conférence pour la Société des thanatologues du Québec. En conférence, j'ai raconté cette anecdote et j'ai eu après tous les thanatologues des régions du Québec me dire « Oui, monsieur, chez nous, c'est exactement comme ça que ça se passe. » J'hésite entre l'horreur et l'hilarité. Je crois que pour une rare fois dans ma vie, les deux sentiments se conjuguent. Marie-Lise Paquin, vous alliez dire quoi? Mais c'est vrai, les rites funéraires, il y a une volonté de faire ça le plus court possible. Puis on a l'impression, une fois que le salon funéraire est terminé, que là, on n'a plus le droit de pleurer. Là, c'est comme, OK, ben là, cache-toi, là, parce que faut passer à autre chose. Puis si les gens voient que le deuil est pas fini, ils vont être comme, OK, il va y avoir un malaise. On a été là pendant le salon funéraire, maintenant, tu devrais être correct. Moi, je me sentais comme ça, mais c'est une perception aussi qu'on a parce qu'on veut remonter la pente. Et puis c'est vrai qu'on s'accorde pas nécessairement le temps nécessaire. On se le donne pas. On veut vite être de retour, être soi-même à nouveau. Hein. Mais alors, je vous relance là-dessus parce que c'est un thème qui est présent dans votre livre et on vient de l'aborder directement. Vous dites, on parlait du petit tabou autour de la mort, ou plutôt du grand. On parle du silence obligatoire qui entoure ça. Ce qui me fascine, autrement dit, c'est la disparition du temps social du deuil. C'est-à-dire le fait qu'une société savait que ça prend du temps enterrer ses morts. Ça prend du temps faire le deuil de ceux qui nous ont été chers. On l'accepte encore un peu pour certaines grandes vedettes ou grandes figures. Et là, il y a une mise en scène du deuil, que ce soit pour René Angélil ou Jacques Parizeau et ainsi de suite. Et on s'en réjouit. Mais c'est comme si ce temps de deuil qui est reconnu pour les grands de ce monde n'est plus toléré pour le commun des mortels, comme si d'une certaine manière c'était du temps gaspillé et qu'il fallait retrouver une forme de normalité psychologique le plus vite possible et ne pas se noyer dans ses sanglots. Alors je vous relance là-dessus. Dans votre livre, c'est présent discrètement, mais que se passe-t-il dans quel état psychologique, je me permets, se sent-on lorsqu'on porte encore un deuil qui n'est pas reconnu socialement, dont la légitimité n'est pas reconnue? Comment dès lors la mort devient une forme de souvenir de sentiment qu'on porte pour soi discrètement, de lourd fardeau qu'on cherche à dissimuler aux yeux de tous jusqu'à ce qu'on en fasse un livre ou Mais je pense que aussi je reviens un peu sur l'accompagnement en fin de vie. Dans mon cas, parce que je l'ai vraiment accompagné ma mère dans sa fin de vie, j'habitais à la maison avec elle et à sa mort, je suis partie toute seule habiter dans ma maison, ma nouvelle maison. J'avais fait construire une maison, rénover une maison entre-temps. Et il y a tellement d'amour quand on est quand on s'occupe de quelqu'un en fin de vie, comme vous expliquez. Il y a l'impression que toute la compassion qu'on a, ça fait qu'on est vraiment rempli d'amour et c'est sûr que ça fait un vide abyssal par la suite, surtout si on vit seul. Et donc pour moi c'est plus ce souvenir-là de dire ok bon je fais quoi de tout cet amour-là. Je me sentais vraiment un besoin parce que c'est vrai que les mourants nous apprennent beaucoup, nous apportent beaucoup. Fait qu'on sent cette expérience-là, on se sent grandi, en même temps on est triste et on sent qu'on a un trop plein d'amour. C'est étrange là parce qu'il y a de la tristesse aussi derrière. Une autre chose par rapport au deuil, j'avais le sentiment longtemps que c'est comme si mon système d'exploitation, là, je vais faire une analogie d'ordinateur. C'est une analogie informatique, ça. Et il y avait comme un bug dedans. Il restait, il manquait d'énergie, là. Il montait jamais, comme une espèce de truc profond. Je pense que quand on vit des épreuves, on se sent souvent comme ça, où on n'a pas complètement l'énergie qui revient. Il y a quelque chose qui nous gruge à l'intérieur. On le sait, on sait ce que c'est, on le ressent. Mais on essaie de vivre en surface par-dessus, mais en sentant qu'on est jamais complètement... Dans mon cas, ça a pris un bon 2 ans, 3 ans, là, avant que... Je veux dire, c'est assez récent que... Puis, évidemment, en écrivant le livre, en le publiant, on sait à quel point il faut le relire. Je le pleurais encore en le relisant, hein. J'étais rendue à les corrections d'épreuves et je le pleurais encore. Je dis bon là ça va faire. Je peux plus le relire. Donc ça peut être effectivement très long quand on est aussi peut-être quelqu'un d'un peu plus sensible. Mais c'est vrai que je sentais qu'il y avait encore
c'était encore présent là, pendant longtemps. Oui, allez-y. Ben, j'allais dire, c'est par-delà la sensibilité. C'est très important ce que vous dites. Peut-être que quand on peut plus relire, il faut relier. C'est ce que vous avez fait. Vous avez relié le livre. Mais ce que vous dites est très important. Il me semble-t-il. On parlait de la culture chrétienne tout à l'heure. Vous avez eu, cher Mathieu, la gentillesse de pas donner mon âge, mais je pourrais être votre père. Et ceci me permet de faire un lien. On a des pères de tous les âges aujourd'hui. Remarqué. Mais ça me permet de faire ce lien entre le fait que j'aime bien cette citation que vous connaissez de Chesterton qui dit que la modernité est pleine d'idées chrétiennes qui sont devenues folles. Et il y a quelque chose de très vrai quand on pense à la relation à la mort. Pour ce qui est de la foi, puisque j'ai ce don, parce que c'est un don, on peut pas. Ou une grâce. Ben c'est la même chose, hein. Si vous connaissez un peu votre étymologie là, voilà. Mais je vous enseignerai ça un jour. Et mais ce que je veux dire, c'est que la foi est toujours intacte à travers l'histoire. D'ailleurs, c'est ce qu'on voit. Alors, il y a des crises sociales et on en est dedans, mais je vois bien, j'ai plusieurs occasions de constater que la foi est toujours vivante. Par contre, ce qui est intéressant, il me préoccupe, ce qui nous préoccupe tous, c'est comment le christianisme, par exemple, a apporté une douceur dans la vie, entre autres à travers ce que la tradition appelle le memento mori, c'est-à-dire cette occasion de prendre le temps de vivre la mort, de la vivre avant de mourir, mais comme vous dites si bien, et ça me rejoint. Écoutez, particulièrement aujourd'hui c'est 1 an pile, j'apprenais que ma belle-sœur avait été sauvagement assassinée au Burkina Faso par les terroristes. Et j'étais à cette heure-ci d'ailleurs au chevet de mon petit frère qui venait de perdre sa femme et on est allé hier, il y avait une cérémonie commémoratrice. Ça va prendre des années. Il faut, comme vous dites pour vous-même, il faut être conscient que faire un deuil, ça prend des années. On peut pas régler ça en 2-3 jours. Et c'est une sagesse, je pense, de l'Église catholique particulièrement, de montrer que ce temps-là est un temps important. Je ne sais pas si vous le saviez, mais encore mon thanatologue de tout à l'heure me disait que c'était l'Église catholique qui a dit à l'ordre des thanatologues, s'il vous plaît, quand vous incinérez quelqu'un, laissez un reste. Les machines, les fours à incinération sont tellement performants qu'on peut incinérer un corps humain. Il ne reste qu'une infime poussière que l'on peut mettre récolter sur le doigt. Mais les théologiens disaient, non, laissez quelque chose pour qu'il y ait une suite, pour qu'il y ait l'occasion de faire la mémoire, pour qu'on puisse aller se recueillir sur une tombe ou devant une urne. Et tous ces projets de jeter les cendres à la mer, c'est très romantique tout ça. Mais on pense pas bien à la pérennité, aux petits-enfants. Moi, j'ai amené mes enfants, puis je vais amener sûrement mes petits-enfants sur la tombe de leurs grands-parents. C'est un lieu. C'est pas de la magie, c'est pour dire, voici, et là, on raconte l'histoire. On raconte l'histoire de grand-papa Roméo, qui avait sale caractère. C'est pas pour rien que papa en a un sale caractère, ça vient de là. Et c'est très important, ces choses. C'est un héritage du christianisme. Oui, puis d'ailleurs, j'aimerais dire que lorsqu'on se promène dans les villages du Québec, une des choses dans lesquelles il faut marcher sont les cimetières, inévitablement, oui, parce que c'est l'occasion de voir quelquefois des générations et des générations qui ont habité un lieu. Or, aujourd'hui, tout comme on veut déterritorialiser le travail, déterritorialiser la vie, on veut même quelquefois déterritorialiser la mort, en disant, bon, vous serez détaché du lieu, vous serez jeté dans l'infini. Une dernière petite question avant d'aller à la pause. Marie-Lise Paquin, donc on le voit dans votre livre, vous n'êtes pas étrangère appelons ça la part spirituelle qui permet d'accompagner, mais que se passe-t-il très brièvement, je reviendrai ensuite, que se passe-t-il dans une société où cette part spirituelle n'est plus reconnue par la société d'une manière ou de l'autre? Est-ce qu'on porte ça comme un petit scandale ou simplement c'est ma vérité à moi et que les autres s'y adaptent, ou je ne me sens ni jugé ni besoin d'être reconnu? Vraiment, je crois qu'on peut avoir des croyances puis vivre les rites funéraires de façon individuelle maintenant. Puis j'ai pas senti que la société me jugeait ou je pense qu'on sent qu'on peut avoir les croyances qu'on veut. Après, c'est sûr qu'on peut être perdu un peu à chercher quelle croyance que j'ai maintenant. Maintenant que j'ai vu la mort de si près, ça nous fait changer. C'est sûr que ça nous transforme. Mais non, je pense que j'ai jamais senti que j'avais pas de soutien. On aurait pu faire des funérailles plus longues. Il y a aussi les souhaits du mourant aussi parfois. Dans le cas de mes parents, entre autres, effectivement, les deux ont été incinérés. Puis c'est ce qu'ils voulaient. La cérémonie a été assez courte quand même.
parce que quand on accompagne quelqu'un pendant 1 an et demi, qu'elle est mourante, ben si les gens sont pas venus la voir à son chevet, là, j'ai senti ça. Ah, ben là, on va y aller la veille. Non, mais là, c'est parce qu'elle est vraiment à meurt. Là, vous il est trop tard. Alors, je vous arrête maintenant pour passer à la pause. Nous revenons dans quelques instants à la vie des idées pour cette discussion sur la mort, les rituels funéraires et après la pause sur la question de l'amour filial à travers tout cela. Radio VM. Chers amis, nous sommes de retour à la vie des idées avec Mathieu Bock-Côté pour cette émission consacrée à la mort, aux rituels funéraires. Et dans cette deuxième partie, on pourrait dire à la part néanmoins lumineuse de l'existence, l'amour filial, ce type d'amour très particulier qui lie parents et enfants. Parce que dans son livre « Mixtape en héritage », Marie-Lise Paquin, bon, c'est l'histoire comment elle a finalement accompagné sa mère principalement, mais ses parents vers ce qu'on appelait autrefois le dernier repos. Et il y a une formule de Jean-François Revel qui me revient à l'esprit, que je trouve très forte c'est dans Le voleur dans la maison vide, où il dit à peu près aucun malheur sur terre ne m'a été épargné sauf un, je n'ai jamais eu à enterrer un de mes enfants. Donc c'est il y a une forme dans cette formule, cet athée devant tout, qui était Jean-François Revel, reconnaissait qu'il y avait une forme néanmoins de cours naturel de l'existence, c'est-à-dire jamais un père ne devrait avoir enterré son fils, jamais une mère devrait avoir enterré sa fille. Or, quand on lit votre livre, il y a tout le moins, il y a cette beauté-là d'une certaine manière, c'est que vous me permettrez, la chaîne naturelle est néanmoins suivie. L'ordre n'a pas été inversé. Et si je comprends bien, je crois que tous ceux qui arrivent à un âge où leurs parents commencent à être faibles se posent ces questions-là d'une manière ou de l'autre, c'est soudainement la proximité de la mort révèle la vraie nature du lien père-fils, père-mère, et ainsi de suite, ou fille-mère, fille-père. Donc, de quelle manière on pourrait dire que la proximité de la mort transforme ou révèle ou accélère ou intensifie le rapport filial, le rapport finalement parental entre des parents et leurs enfants? On était déjà une famille très proche. Quand mon père est décédé, j'ai eu l'impression que ça m'a soudé beaucoup avec mon frère parce qu'on a senti, au moment du décès de mon père, c'était il y a plus de 10 ans maintenant, on avait une mission, il fallait s'occuper de notre mère. Parce que pour elle a été 36 ans mariée avec mon père, c'est un drame énorme. Et elle vivait toute seule dans la maison où on a grandi. Et donc on a senti qu'il fallait vraiment le prendre en charge. On s'est occupé d'elle. Ma mère avait un côté femme-enfant. Donc puis moi j'ai pas d'enfant. Mon frère en a, mais moi j'avais pas d'enfant. Puis je l'appelais tous les jours pour être sûre que ça allait bien. Et puis, j'ai eu toute une relation un peu de maternelle avec ma mère qui s'est poursuivie justement en fin de vie, parce qu'en fin de vie, ils deviennent tellement vulnérables que là, c'était vraiment un enfant que j'avais dans les mains à la fin de sa vie. Donc, c'est sûr que ça a soudé beaucoup les liens avec ma mère. J'ai voyagé avec elle, j'ai fait plein de choses. C'est une personne qui est extrêmement facile à vivre. Même dans la maladie, c'est une personne adorable, facile à vivre. Et ça a effectivement soudé les relations avec mon frère aussi, qui encore aujourd'hui, on est très, très, très proches. Beaucoup plus proches qu'on l'était avant de passer à travers le deuil de nos deux parents, finalement. Oui. Louis-André Richard, je tourne la question vers vous, c'est-à-dire, vous disiez tantôt, c'est l'occasion, je me rappelle, j'avais assisté d'ailleurs à une conférence d'un de vos collègues, ou à tout le moins de vos amis médecins montréalais, qui disait, Patrick Villet, qui disait que les gens qui sont quelquefois dans la maison de soins palliatifs, ou à tout le moins qui sont en phase terminale, tiennent quelquefois à avoir la journée de plus pour dire des choses qu'ils n'ont jamais dit, pour confesser les dernières confessions finalement. Est-ce qu'on peut dire que dans la relation, on pourrait dire père-fils, quelquefois, surtout dans nos sociétés, où la famille a éclaté, on aime dire qu'elle a muté, qu'elle s'est métamorphosée, mais soyons honnêtes, où elle a éclaté, eh bien, est-ce qu'on voit dans les maisons de soins palliatifs, parce que vous y êtes impliqué, est-ce qu'on voit quelquefois des familles se ressouder au dernier moment, comme si des liens naturels, malheureusement brisés, trouvaient à se recomposer parce que la nature leur redonnait une dernière chance? Oui, vous dites bien, une dernière chance, effectivement, vous avez raison. L'expérience qui est vécue dans ces maisons montre bien que le temps de la fin, comme je disais tout à l'heure, est un temps très précieux et une des sources, je pense, de l'optimisme ou de la joie réelle que vivent les personnes qui y travaillent provient de là, de voir
Puis les médecins vont vous le dire un peu contre toute espérance, des gens ils ne meurent pas ou elle ne meurt pas, elle attend. Elle attend quelqu'un, ce quelqu'un vient et la mort survient quelque temps après. Bon, écoutez, c'est pas scientifique là, je suis pas en train mais c'est une expérience qui est partagée, puis plus d'une fois là. Des gens qui se laissent mourir aussi, qui se laissent mourir, alors que les médecins me disent, regarde, tous les signes vitaux, tout ça, ça va là. Mais ils vont mourir bientôt parce que y a plus le goût, il est salé. Pour toutes sortes de raisons. Alors, effectivement, ce temps privilégié, c'est un temps qui nous permet d'assister à ce moment. Par contre, c'est peut-être une déformation de philosophe, l'expérience de Mme Paquin, mon expérience aussi pour avoir accompagné mon père et mon beau-père dans la mort, repose essentiellement sur, je dirais, une qualité de vie familiale qui doit être là au préalable. Ça, c'est pas, évidemment, toujours là, effectivement. Les derniers jours ne peuvent pas tout sauver. Pas toujours. Mais souvent. Et quand je dis pas toujours, c'est que je constate bien que, comme nous tous, que l'expérience de la fin de vie est l'expérience la plus solitaire qu'un être humain va vivre dans toute son existence. Il y a personne qui peut comprendre de l'intérieur qu'est-ce que c'est que mourir. Paradoxalement, et c'est mon point, c'est l'expérience la plus solitaire, mais c'est l'expérience qui appelle le plus la solidarité, l'accompagnement, la présence d'autrui. Et quand mon papa est mort, mon papa était avocat, c'est un monsieur très rationnel, très peu affectueux parce que c'était la mode à l'époque. J'ai vécu, moi et mes deux frères, un moment très intense de rapprochement avec mon père, simplement par le fait qu'il devenait plus enfant. Et quand il faisait la démence vasculaire, il appelait le contact physique. On pouvait baiser son front, on pouvait tenir sa main, il appelait, il tendait sa main. Et ça c'est ce genre d'expérience de la toute fin qui permet, je dirais, un surplus relationnel, une qualité des relations qui s'affine et qui peut aller, dans certains cas, jusqu'à des réconciliations familiales, alors que la famille elle-même était détruite. Et ça fait partie de l'expérience de ceux qui œuvrent dans les milieux de soins. Maintenant, ceci dit, je peux pas m'empêcher d'être critique, et quand mon père est mort, j'ai encore une fois une anecdote, mais qui est très parlante. Près de sa chambre, il y avait une dame qui se mourait aussi, que personne jamais ne venait visiter. Mon frère, qui est meilleur que moi et qui est plus généreux, quand on faisait la toilette à papa, allait visiter cette dame. Et les deux filles de cette dame sont venues visiter leur mère. Pendant que mon frère était là, ils ont dit à mon frère, écoute, nous, on devait partir en Floride, là, mais maman, les médecins nous avaient dit qu'elle allait mourir cette semaine et elle ne meurt pas et on sait pas trop quoi faire. Et c'était des femmes une soixantaine d'années, là. Et j'écoutais ça, puis je me disais, waouh, la piété filiale à laquelle vous faites référence, elle n'est pas donnée d'avance. Et si elle est parfois donnée, elle peut se perdre. Et ça fait partie des idées chrétiennes devenues folles, si je peux dire. Oui. Chez les Grecs, il y avait cette idée de dire que la piété filiale, c'était la reconnaissance de l'autorité des parents, qui devenait le modèle de l'autorité du politique, la piété civique. Et c'était ce modèle qui justifiait la piété divine. Et non pas à l'inverse, comme on le pense trop souvent. L'expérience des Grecs est une expérience très concrète. Qu'est-ce qui se passe dans une famille? C'est normal que les enfants honorent les parents. C'est normal. Ça se réalise pas facilement, mais c'est normal que ce soit cet ordre-là qui soit respecté. Pour les chrétiens, honorer son père et sa mère, c'est un des commandements. Et avec le christianisme, on a cette idée que ça devient un amour partagé, un amour, une qualité d'amour un peu spéciale. Et ça, quand on perd ça, ça devient difficile. Par contre, et pour moi, c'est un peu ce que je développais dans ma thèse, j'ai toujours dit que les maisons de soins palliatifs pourraient être, devront être des milieux de résistance à l'égoïsme, à l'indifférence, à ce manque de relations dans lequel on se trouve souvent pour toutes sortes de raisons dans nos sociétés un peu trop trépidantes. Je reprends la formule de Louis-André Richard, Marie-Lise Paquin, ce manque de relations. Et donc je vous transforme, vous avez vécu cette histoire, je vous transforme un instant en sociologue néanmoins ou en observatrice de la vie sociale, de la vie contemporaine. On dit de nos sociétés qu'elles sont éclatées, éparpillées, atomisées, que l'individu multiplie les liens sans jamais être capable de faire des liens durables d'une certaine manière, qu'il multiplie les petits liens sans être capable de s'engager dans quelque chose comme une relation forte qu'il transfigurerait. Bon, vous regardez notre société à partir de votre expérience, vous voyez des gens mourir, disons ça comme ça, vous voyez, autrement dit, la mort avec son espèce d'acharnement
évidemment nous rencontrer d'une manière ou de l'autre tous les jours. Est-ce que vous avez vécu, dans votre récit, c'est presque le récit d'une rédemption aussi dans les livres, c'est-à-dire quelque chose se passe qui transfigure l'existence et qui permet à la vie de se poursuivre. Vos dernières pages sont tout à fait magnifiques en ce sens. Est-ce qu'autour de vous, cela dit, vous voyez quelque chose, des histoires autres, des histoires plus tristes, des histoires désenchantées, des histoires asséchées, des histoires cruelles finalement? Et si oui, comment les expliquez-vous? Mais en fait, je crois que, comme je disais, il y a la mort de mon père, c'était une crise cardiaque, donc on n'a pas vraiment eu le temps de dire au revoir. Puis je me souviens de m'être dit, tous les gens qui n'ont pas réglé des choses avec leurs parents, qui ont encore des conflits avec leurs parents, qui n'ont pas l'occasion justement de la fin de vie qui est encore capable d'entendre. On veut toujours qu'ils entendent jusqu'à la fin, mais je pouvais plus discuter avec ma mère dans les derniers 24 heures en soins palliatifs non plus. Donc les gens qui n'ont pas eu cette occasion-là, ça doit être extrêmement difficile de vivre le deuil. Moi, j'ai eu la chance, en fait, de pouvoir lui dire, de l'accompagner jusqu'à la fin. En fait, quand ma mère est décédée, on lui tenait, mon frère et moi, chaque côté, on lui tenait la main. Donc, exactement le moment, elle a attendu qu'on soit là tous les deux. Donc, ce qu'il disait, là, c'est assez extraordinaire parce que, puis j'ai senti ce que les médecins nous disaient, là encore du temps, pas en palliatif, mais avant d'aller en palliatif. Et moi, j'ai senti le moment où elle avait, OK, j'ai tout vécu. On revenait, je l'avais emmené en voyage. On est allé à Saint-Martin quelques semaines avant fêter son dernier anniversaire. Et j'ai vraiment senti qu'il elle se disait, bon, mais là, j'ai fêté mon anniversaire. Le lendemain, elle se levait plus. Donc, c'est assez... elle a accepté que c'était la fin. Pour revenir un peu au côté sociologique aussi, j'avais déjà lu c'est un billet de blog qui a circulé à un moment donné. C'est une infirmière en soins palliatifs qui demandait aux gens c'est quoi les plus grands regrets qu'ils ont en fin de vie. Donc, il y avait les 7 quelques regrets comme ça. Puis celui qui ressortait le plus, c'était j'aurais dû m'occuper plus de ma famille. J'aurais dû travailler moins, passer plus de temps avec ma famille, avec mes proches. Donc, c'est assez révélateur. Ouais, on arrive en fin de vie puis on se dit, mais attends, qu'est-ce qui était vraiment essentiel dans ma vie? Comment j'ai vécu ma vie? Ce qui était vraiment essentiel, c'était les gens que j'aime. Est-ce que je m'en suis bien occupée? Donc, je pense que des deux côtés, faut que la personne mourante, si elle a des regrets, faut qu'elle soit capable de le dire à ses enfants, à ses proches. Il faut que les proches soient aussi capables de parler. Quand mon grand-père est mort, ma mère a pas réussi, j'en parle aussi l'histoire avec mes grands-parents. Ma mère a jamais réussi à dire à son père qu'il avait fait mal. On n'a jamais su comment, ça c'est enterré dans la famille, on ne le saura jamais. Mais elle n'a pas réussi à faire ça. Puis ça la hantait tout le long dans son processus de deuil. Je savais qu'il aurait fallu qu'elle lui parle. Mon Dieu. Mais il y a je vous entends et une autre lecture récente me revient à l'esprit. Je vous la soumets, histoire de savoir ce que ça vous dit. Patrick Buisson, le politologue français, racontait que lors des... vous savez, quand il y a des grandes crises de canicule en Europe, on retrouve souvent des personnes âgées dans leur appartement et ainsi de suite. Bon, il dit en province, le phénomène arrive assez rarement. Il n'y a pas de mort massive de vieillards dans leurs appartements. À Paris, dans les grandes villes, toutefois, alors là, on retrouve quelquefois 2 semaines, 3 semaines après, 1 mois et demi, une personne âgée chez elle qui est morte en fait. Et là, il racontait, il dit, à Paris, je pense aussi, il y a quelques années, j'ai pas la date exacte en tête, au terme de ces espèces de canicules, eh bien, il y avait plusieurs centaines de morts des personnes âgées qui n'étaient pas réclamées, qui n'étaient tout simplement pas réclamées. Et alors, on peut y voir là-dedans le signe d'une déliaison familiale. On peut y voir peut-être aussi l'absence d'un effritement terrible du tissu communautaire. On peut imaginer ce qu'était la vie de ces personnes non réclamées dans leurs derniers temps, leurs dernières années, si personne n'a pris la peine de les réclamer. Et je cherche, depuis que j'ai appris cette chose-là, l'événement me tourne en tête, je cherche à le comprendre je sais que c'est immense, je sais que c'est gros, mais je ne parviens pas à en comprendre toute la signification. Alors je me tourne vers vous, Louis-André Richard. Comment comprenez-vous ce phénomène des morts non réclamées dans nos sociétés, de ces gens qui finalement meurent dans la plus complète indifférence, sans que personne de quelque manière que ce soit n'ait un souci pour ça? Est-ce qu'on ne doit pas voir là un symptôme de quelque chose de bien plus grand que la simple un mauvais aménagement de la vieillesse
détresse pour des personnes en situation de canicule, mais tout simplement une forme de faillite morale intime de nos sociétés. Oui, tout à fait. Moi, je dirais que c'est un épiphénomène d'une espèce de sacralisation de l'autonomie, je dirais mal comprise et mal assumée. C'était le danger dont nous prévenait Tocqueville dans La démocratie en Amérique. Comment faire pour contenir une démocratie qui, de toute façon, va chercher à rendre les gens de plus en plus indépendants les uns des autres. Et l'indépendance étant perçue comme étant une qualité morale, la meilleure de toutes les qualités morales. Et je pense qu'on voit dans ce genre de phénomène la conséquence directe de ça. Pour revenir aux maisons de soins palliatifs, dans ma thèse, j'ai créé un néologisme que j'ai appelé l'allonomie. C'est un peu la loi de l'autre. C'est une façon de critiquer, à mes yeux à moi, cette mauvaise compréhension de l'autonomie. Être autonome ne peut jamais se résoudre dans le fait d'être complètement indépendant au sens de couper des relations avec autrui. Il n'y a jamais d'autonomie au sens fort du terme. À travers, d'ailleurs, j'ai fait une étude de la Grèce antique jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a jamais d'expression de l'autonomie qui ne passe par le service à autrui ou la rencontre avec autrui. J'entends parfois des gens réclamer le statut des Grecs et des Romains en disant qu'il y avait l'autonomie absolue, l'indépendance du magnanime. Quand on étudie les textes, je regrette, mais le magnanime, c'est vrai qu'il est indépendant, mais son indépendance est malgré tout au service de la cité. Oui, bien sûr. Et sa grandeur d'âme passe par le service qu'il va rendre à la cité, particulièrement d'ailleurs aux plus vulnérables, c'est pas le bon terme, c'est-à-dire à ceux qui ont besoin de la sagesse des grands pour bien vivre en société. Dans cette forme d'expression, je dirais, de l'autonomie, il y a déjà quelque chose qui nous tourne vers autrui. Alors, mon concept d'allonomie, c'est pour montrer que depuis la Grèce antique, en passant bien entendu par le christianisme, et même avec la philosophie des Lumières, on a toujours cette relation à autrui qui doit être maintenue. Par contre, elle est très, très, très mise à mal dans les exemples que vous donnez. Très mise à mal. C'est pour ça tantôt que je disais que les communautés de soins palliatifs, moi j'ai grand peur qu'elles soient assimilées depuis la loi qui permet l'euthanasie, là, mais elles ont c'est une occasion, en tout cas, comme disait Tocqueville, d'offrir à la grande société des îlots qui permettent de reconstruire, d'une certaine façon, le lien social, de par le fait que la proximité avec les mourants favorise cette qualité des liens dont on parlait tout à l'heure. Marie-Lise Paquet, je voyais hocher la tête. À propos de lui, André, Richard, vous inspirez d'une manière ou de l'autre? Ben, ce qu'il a évoqué un peu, ce que vous évoquez un peu, c'est le côté du traitement de nos aînés aussi. Comment on les traite. Il y a vraiment beaucoup de travail à faire de ce côté-là. Mes grands-parents qui ont passé toute leur vie ensemble ont été séparés à la fin. Parce qu'il y en a un qui avait besoin de plus de soins que l'autre. C'est impossible de les mettre ensemble, mais c'était tragique de les voir chacun de leur côté. C'est une sauvagerie. Ils ont été 65 ans ensemble, je crois, même plus. Et puis là, en fin de vie, mais là, il a besoin de soins, puis madame peut pas être là. J'ai jamais compris ça. Je trouvais ça horrible. Et donc, je sais qu'il y a beaucoup de travail à faire sur la façon, et ce que vous évoquez aussi, le côté des sages, les personnes aînées, le respect des personnes aînées. Même quand ils ont un peu perdu la tête, comme c'est le cas de mon grand-père, ça restait. Il faut continuer à aller le voir, et discuter avec lui. Puis je peux pas dire que j'y allais aussi souvent que j'aurais dû non plus. Là. Ouais. Oui, si je peux me permettre, parce qu'en gros, c'est l'expérience qui parle. Moi, j'ai eu le bonheur, je dis bien le bonheur, de grandir alors que nous vivions avec la maman de ma mère. Et ça me fait penser toujours, quand je pense à mes enfants, quand je pense à ma propre maman qui est toujours vivante et qui a 81 ans. Alors, 91 ans, je sais qu'elle écoute pas, donc je peux dire toutes mes choses. Là. Mais maman, quand on lui propose, ces garçons, de dire, est-ce que tu peux venir à la maison? Son premier réflexe, c'est de dire non. Par peur de déranger. Et ça, c'est je dirais, une conception, un effritement des liens humains qui rejoint quelqu'un qui a aujourd'hui 91 ans, qui elle-même avait fait le choix de garder sa mère avec elle. C'est pour montrer à quel point cette espèce de mutation dans le changement du tissu social est très fort. Ceci dit, s'occuper de ses parents, c'est pas une chose facile. Maman vit dans sa maison toute seule. Mon petit frère reste proche. Moi, j'essaie d'y aller le plus souvent possible. Mon autre frère aussi. Puis en même temps, on comprend que pour elle, tant qu'elle est capable, vivre dans ses affaires, vivre dans sa maison, c'est le lieu privilégié.
Mais il faut voir le manque de ce côté-là aussi dans nos sociétés où tout va très vite, où les gens sont très attachés aux carrières. Bien, dire je vais prendre maman à la maison ou je vais prendre du temps pour aller là 2 fois par semaine ou 3 fois par semaine, c'est pas évident. Cependant, et moi je vois là la même expérience que dans les maisons de soins palliatifs. Cependant, un jour ma mère m'a dit faudrait que je parte, hein. Ça t'emmerde là, peut-être là, de venir chez moi et tout et tout. Ça c'est un cri normal, hein. Et j'ai dit oui maman, des fois ça me dérange. Oui, mais je sors de la maison toujours content. Toujours. Alors, il faut pas jouer les autruches. Quand il y a un service à rendre, il y a une difficulté qui vient avec. Il faut l'assumer. Il faut pas avoir peur. Il faut pas avoir une conception trop romantique de dire oui, je m'occupe de mes parents, tout va bien, tout fait. Non. C'est difficile et il faut reconnaître la difficulté. Mais le secret, qui est le même que celui dans les maisons de soins palliatifs, c'est qu'on retire plus que ce qu'on donne. Et ça, c'est le secret des gens qui sont dans les maisons qui travaillent dans les maisons de soins palliatifs. C'est des gens qui voient des gens mourir à tous les jours quand même, qui tissent des liens. Ces liens sont rompus parce que les personnes meurent et ils ont quand même le bilan de leur expérience, c'est de dire je reçois plus que ce que je donne. Les gens que je rencontre qui sont sur le terrain, Michel Sarrazin, me disent toujours en souriant, hein, quand on va au restaurant que les gens savent qu'on travaille dans une maison de soins palliatifs, ils nous regardent en disant oh, vous êtes des êtres formidables, des espèces de saints nouveaux et tout. Et ils me répondent toujours en disant, mais non, c'est pas vrai. On fait pas ça parce qu'on est meilleur qu'autrui ou parce qu'on est plus généreux qu'autrui. On peut le penser, mais en réalité, c'est pas ça. Comme ça réveille peut-être des qualités qui ne sont pas présentes ailleurs dans la société. Et ça, c'est une chose importante que vous dites. J'ai défendu ça dans ma thèse aussi, j'y crois mordicus. Ça réveille des choses qui sont profondément humaines, mais qu'on peut perdre aussi facilement qu'on les acquiert quand on est dans ce milieu-là. La proximité de la mort, c'est quelque chose qui est comparable à l'expérience d'un Solzhenitsyn dans son camp de concentration. Oui. Il y a la grâce du moment, pour prendre votre vocabulaire de tout à l'heure, et c'est ce qui a permis à Solzhenitsyn de dire « Béni es-tu prison ». C'est-à-dire, ce lieu qui est absolument épouvantable, l'horreur a réveillé la meilleure part en moi. Et cette meilleure part, on peut la perdre quand on n'est plus dans les conditions qui sont celles-là. C'est le cas de Oskar Schindler, si vous me permettez rapidement. Bien sûr. Oskar Schindler est une crapule. Si vous allez encore dans le village d'où il vient, et les gens disent encore aujourd'hui que c'est une crapule. Et quand il a terminé, quand il a eu cette expérience très forte au contact du vulnérable, mais quand ça a été fini, il est pas redevenu crapule comme il était, mais il a pas bien fini comme on aurait pu espérer. Nous ne sommes pas des anges. Absolument. Alors, il nous reste à peine 5 minutes, même un peu moins. Alors, je vous soumets un dernier cas qui vient de la littérature, qui vient d'un roman de Michel Houellebecq dans La carte et le territoire, autour de la question de l'euthanasie, ou en fait du suicide assisté, on ne sait plus comment nommer cette chose-là, pour montrer à quel point quelquefois la brutalité de la mort peut réveiller une diversité de sentiments. C'est à la fin, plutôt vers la fin du roman, le père de Michel Houellebecq, en fait, du personnage de Jed Martin, là-dedans, le personnage principal, en a un peu assez de la vie. Alors, qu'est-ce qu'il décide de faire? Un matin, il s'en va dans une clinique de soins de suicide assisté en Suisse. Il fait ça, traitement hygiénique, bien fait, rapide, bon service. On le liquide et l'opération administrative est une réussite. Bravo, le système fonctionne. Et le personnage donc se rend ça, apprend la chose, et est absolument révolté par l'espèce de lui qui est plutôt un type plutôt amorphe en général. Jed Martin, le personnage principal, il est absolument révolté par ce traitement complètement déshumanisé de la mort, réduite en pur traitement administratif. Et que fait-il? Il casse la gueule de quelqu'un là-dedans. Il a besoin de frapper. C'est comme le sentiment d'une protestation la plus physique qui soit. C'est frapper pour dire, ce qui s'est passé là est absolument inacceptable, absolument inadmissible dans une société civilisée. Ça me sert d'amorce pour vous poser une dernière question, finalement. On l'évoquait tantôt. Devant l'expérience ultime de la mort, on dit les meilleurs sentiments, comme les pires probablement, peuvent se réveiller. Quels sont ces sentiments qui, dans le cas de Jed Martin, c'est la révolte devant la désacralisation complète de la mort, réduite même plus à un soin, mais réduite à une catégorie administrative à résoudre. Quels sont les sentiments qui risquent d'être réveillés pour le meilleur, et non pas pour le pire, mais pour le meilleur, si nous réapprenons à mourir dans nos sociétés, même si cet réapprentissage sera toujours partiel. Quels sont les sentiments les meilleurs qui peuvent ressurgir de ça? Marie-Lise Paquin et Louis-André Richard. Mais je reviens aussi un peu à la notion dans le livre tibétain de la mort, de la vie et de la mort, que j'ai évoqué parce qu'on me l'a donné à Bali. Il y a cette citation, il dit les mourants sont d'excellents professeurs, ils nous apprennent la compassion. Donc, je crois qu'effectivement, on a beaucoup à apprendre au contact d'un mourant. Et puis,
en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. Et effectivement, il y a eu des moments où le mourant souffre beaucoup et veut mourir plus vite. Puis nous, on n'est jamais vraiment tout à fait prêt de le laisser aller, surtout quand c'est sa mère, parce que cet amour inconditionnel-là, on le retrouvera pas après. Mm-hmm. On va le donner à nos enfants, mais on veut, à n'importe quel âge, c'est dur de laisser aller sa mère. Donc, on aimerait ça que ça se poursuive, mais en même temps, on veut qu'ils arrêtent de souffrir. Donc, je pense que si déjà la fin de vie est bien traitée au niveau de la souffrance, et nous, c'est qu'on n'a pas réussi à la faire entrer en soins palliatifs avant trop longtemps, finalement. Et si ça, c'est bien traité, puis si t'es bien entouré, là, effectivement, je pense que ça peut être une expérience où c'était important d'attendre ton heure, finalement. Parce qu'elle avait encore des choses à nous dire. Jusqu'à la fin, elle essayait, puis là, elle n'était plus capable. Ouais. Moi, j'ai cité Houellebecq dans mon livre Plaidoyer pour une mort digne, et parce que et vous êtes un bourreau, Mathieu Bock-Côté, puisque c'est le sujet, c'est mon sujet de prédilection et c'est fini. Mais c'est le rapport aux politiques sur ces questions-là. Et je vous réinviterai sur cette question. J'espère bien. Et je l'ai cité parce que il y a dans l'expérience de Houellebecq, et je lis ça, cette anecdote, quand je suis allé faire des conférences en Belgique, une des personnes qui a mis en place, il y a 13 ans, la loi belge qui permet l'euthanasie, sa maman, ce monsieur qui a 92 ans à peu près, sa maman qui avait 92 ans, et a choisi de mourir, selon les termes de la loi, un dimanche après-midi à 2h, et son fils, celui qui avait mis la loi en place, l'a appris par une missive laconique de l'hôpital. Il paraît qu'il était très, très furieux. Ben oui, mais il a récolté ce qu'il avait semé. Dans la réaction du héros de Houellebecq, il y a cette idée que le meilleur, et c'est un peu ce qu'on a dit depuis le début, on le voit déjà à l'œuvre dans l'intime de l'accompagnement. Et c'est ça qu'on souhaite, que moi je souhaite, et je travaille à cela, c'est-à-dire à travailler cette éducation, parce que c'est très complexe le problème de l'accompagnement de la fin de vie. Je travaille à ça donc, et je trouve que la loi québécoise, comme celle canadienne, comme celle en Belgique, c'est la consécration d'une façon de délier les rapports humains, contrairement à ce qu'on devrait porter à penser. Et sur ces réflexions politiques, l'émission se termine. Merci infiniment pour votre présence aujourd'hui. Marie-Lise Paquin, auteure d'un mixtape En héritage paru chez Québec Amérique en septembre 2016. Et Louis-André Richard, auteur de Plaidoyer pour une mort digne, paru aux presses de l'Université Laval, si je ne me trompe pas, en 2011. Alors merci à vous et au plaisir de vous revoir la semaine prochaine à La Vie des idées.